C'est sur le stand Konami de la Paris Games Week que nous avons pu rencontrer et poser des questions à Julien Merceron, un technicien hors pair qui a contribué à faire évoluer de façon drastique les moteurs des jeux de tous les éditeurs pour qui il a travaillé. Mais laissons-le se présenter et nous parler de son brillant parcours. Je suis Julien Merceron, je travaille chez Konami en tant que directeur technique monde. J'ai commencé il y a à peu près 22 ans maintenant chez Ubisoft en tant que programmeur. Après des études, je dirais plutôt scientifiques, maths sup, maths spé, école d'ingénieur, etc. C'est comme ça, en tout cas à l'époque, quand on arrivait dans le jeu vidéo, l'autre manière c'était d'avoir fait en tant qu'étudiant ou même avant d'avoir commencé à travailler soi-même sur des projets de jeux vidéo. Il y avait à peu près les deux filières. Moi j'ai pris la filière école d'ingénieur et donc commencé comme programmeur, puis devenu directeur technique. Et ensuite en 99, je suis devenu responsable des technologies chez Ubisoft. C'était à l'époque des Splinter Cell, des Prince of Persia, des Rainbow Six et des Ghost Recon. Ensuite, on a eu Assassin's Creed. Et en 2006, je suis parti chez Eidos pour travailler sur Tomb Raider, Hitman, toujours au niveau de la direction des technologies monde. Puis ensuite sur Deus Ex Human Revolution. À partir de 2009, j'ai pu travailler avec Square Enix au Japon, donc Final Fantasy XIII. Puis aussi Agnis Philosophie, FF14, Realm Reborn, travailler sur Dragon Quest, etc. Qui a été en fait mes premiers pas au Japon en tant que développeur. J'ai adoré, j'ai commencé à rencontrer plein de développeurs japonais, dont aussi Hideo Kojima. Et avec Hideo Kojima, on s'était toujours dit, on va trouver un moyen de travailler ensemble. Et l'année dernière, en fait, j'avais fini pas mal de mes gros travaux chez Square Enix et on a décidé que c'était le bon moment. Je les ai rejoints donc en octobre de l'année dernière. Le boulot actuel de Julien au sein de Konami touche donc essentiellement à la gestion et l'évolution du moteur Fox Engine, utilisé par l'éditeur et Kojima Prod. Il travaille ainsi de concert avec la direction du groupe, de manière à ce que cette technologie puisse assumer leurs ambitions liées au développement de telle ou telle marque. Et bien évidemment, il y a le travail avec les équipes de développement qui consiste à adapter le moteur à leurs besoins, qu'ils bossent sur un survival horror, un jeu d'infiltration open world ou une simulation de foot comme PES. Je travaille avec une équipe de gens extrêmement talentueux sur les problèmes d'architecture, sur les problématiques aussi de planning, pour délivrer en temps et en heure les fonctionnalités, mais qu'elles soient mises en place de manière à ce que ce soit réellement des solutions implémentées pour les jeux. Qu'est-ce que je fais à part ça ? Eh ben, je lis beaucoup de papiers de recherche pour savoir un petit peu où en est l'état de l'art, où en sont les choses. Je regarde pas trop les moteurs de la concurrence parce que si on se met à suivre les moteurs de la concurrence, eh ben, on se retrouve derrière en permanence. Donc je préfère en fait regarder l'état de l'art, l'état de la recherche pour aller beaucoup plus loin, pour aller plus vite. Et c'est une des raisons pour lesquelles avec le Fox aujourd'hui, eh ben, on en est là où on est aujourd'hui. Le Fox Engine, comme tous les moteurs récents, permet bien évidemment de faire de beaux jeux. Pourtant, sur les premiers titres next-gen sortis sur PS4 et Xbox One, on a pu constater que les jeux étaient plus jolis, certes, mais que l'animation et le reste, l'intelligence artificielle par exemple, semblaient comme figés dans le temps. Un des grands problèmes de la next-gen, c'est que faire des améliorations graphiques est à la portée, mettons, de 70% des développeurs. Faire des améliorations au niveau des systèmes d'animation et d'intelligence artificielle, c'est à la portée de 20% des développeurs, même pas. Donc, sur beaucoup de jeux, on commence à avoir des graphismes, je dirais, qui s'en vont vers le photoréalisme ou même l'hyperréalisme. De l'autre côté, les personnages n'évoluent pas en qualité d'animation. Et donc, avec des graphismes qui n'étaient pas aussi brillants qu'aujourd'hui, ça passait encore. Mais aujourd'hui, ils commencent à ressembler à des robots. On commence à avoir une impression un peu bizarre par rapport à ces personnages-là. Et quand on n'a pas une bonne adéquation, une bonne cohérence entre le niveau de simulation et le niveau graphique, on se retrouve avec un problème d'immersion. Et évidemment, quand on commence à raconter une histoire avec des personnages importants, on n'y croit plus à ces personnages-là. Il faut trouver le bon niveau. Donc, il y a des défis technologiques extrêmement importants ici. C'est normal que les premiers jeux aient des problèmes sur l'animation et l'intelligence artificielle parce que c'est plus facile d'améliorer les graphismes que le reste. Je pense qu'on va avoir une sérieuse évolution au niveau de l'animation et de l'IA par une grande partie des développeurs par la suite.
Nous, c'est sûr que sur le Fox Engine, on a tout de suite décidé de partir dans des directions au niveau intelligence artificielle et animation qui permettent de mettre des acteurs à l'intérieur du jeu. On savait qu'avec l'hyperréalisme et le photoréalisme, il allait falloir avoir des personnages à la hauteur. Et donc on savait que le défi, c'était maintenant et tout de suite. Il est vrai que dans le jeu vidéo, les choses vont vite. Alors que le 1080p se démocratise seulement, on parle depuis quelques années de 4K, voire depuis quelques temps de 5K, une résolution de 5120 par 2880, du 2880p donc, disponible sur les nouveaux iMac par exemple. Les débats relatifs à la résolution sont pour moi un peu des faux débats. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est le 60 images par seconde. Ça, c'est fondamental pour le joueur d'avoir un contrôle qui soit immédiat et direct sur le jeu. Ensuite, pour moi, ce qui est important, c'est la créativité, c'est la qualité, c'est la quantité de ce qu'on va mettre dans un jeu. La bonne résolution, c'est la résolution qui permet le bon niveau d'immersion du joueur et qui permet au joueur d'avoir du fun. Ah, le 60 images par seconde, je n'ai même pas eu besoin de poser la question. Et il a abordé de lui-même cet élément essentiel au jeu vidéo. Mais essentiel pourquoi? Écoutons la réponse d'un spécialiste. Le 60 images par seconde est extrêmement important. Le monde du cinéma travaille en 24 images par seconde. Le monde de la télé travaille en 25. Mais en fait, l'œil est capable de percevoir beaucoup plus finement que ça. Certaines personnes arrivent même à percevoir jusqu'à 100 images par seconde. Après, ça devient difficile. Après, ça devient très très difficile. Il y a quelques humains qui sont peut-être capables de voir un peu au-delà, mais on couvre quasiment 99% des humains en allant jusqu'à 100. Donc, 60 images par seconde, c'est bien aujourd'hui, c'est un peu le maximum, je pense qu'on peut faire aujourd'hui. Par contre, je pense qu'on verra un jour des jeux qui iront jusqu'au 100. Après, je pense qu'on s'arrêtera. Au niveau du framerate, on sera bon. La raison pour laquelle ça a une véritable influence, c'est que certains d'entre nous sont capables d'avoir une connexion main, cerveau, œil qui réagit au 60 et même, comme je disais, au-delà. Donc à partir du moment où un jeu met un petit peu de latence entre le visuel et le contrôle, le joueur a un problème. Le joueur a un problème parce qu'il effectue une action, il s'attend à une réponse qu'il n'a pas. Cela fait qu'au niveau du cerveau, la réponse qu'il attendait ne se passe pas. Et du coup, il a une nouvelle réaction sur le contrôleur qui certainement contrebalance négativement ce qu'il venait d'essayer de faire. Au final, le contrôle n'est pas aussi bon que s'il avait un temps de réponse qui était en adéquation avec sa coordination main-œil. Voilà, le 60 images par seconde s'apprécie manette en main, mais son histoire fut compliquée. Sur PS3 et 360, la norme a ainsi switché, les développeurs misant avant tout sur la qualité graphique pour privilégier le 30 images par seconde au détriment du 60. Mais les choses pourraient changer. En tout cas, on l'espère, et nous ne sommes pas les seuls. La preuve avec Julien Merceron, à qui nous allons laisser le mot de la fin. Moi, en fait, j'ai beaucoup d'espoir par rapport au retour du 60 images par seconde, parce que je vois tellement de développeurs, j'interagis avec tellement de développeurs qui me disent à quel point ils ont cette même sensibilité. Pour eux, le 60 images par seconde, plus important que la résolution. Et je pense que ça va l'emporter. Je suis optimiste par rapport à ça.